D'accord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui, tout le monde me connaît, à part Moussa, donc je suis là, je m'appelle Ahmed Babakar Sarr. Je suis doctorant en géophysique, en intelligence artificielle et interprétation de données géophysiques, particulièrement en sismique. Voilà, je suis aussi enseignant, donc je suis je ne suis pas encore à l'université publique, donc je suis dans les universités privées, j'enseigne à ESEBAT à Dakar, ESEBAT Ziguinchor, un peu UMD de Thiès, ESTI, et après, voilà, je fais aussi un peu de la consultance à côté. D'accord. Mais je suis ingénieur. Je me définis comme ingénieur civil spécialisé en infrastructure. Merci. Donc, notre invité du jour, c'est le docteur Moussa Tchao. Donc, c'est un spécialiste, 10 ans d'expérience. C'est pas petit, il a déjà 10 ans d'expérience. C'est un enseignant, donc c'est quelqu'un qui est à la pointe du savoir. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, de la nouvelle pensée, des nouvelles publications. Quand on dit docteur, c'est quelqu'un qui fait des publications aussi. Donc, il n'appartient pas au passé, il est aussi du présent. Donc, il est spécialiste en des questions d'évaluation de politique, de programmes pour des projets, dans la formation et l'employabilité des jeunes, dans la planification, la programmation, mais et surtout la budgétisation des projets, le suivi et évaluation. D'accord. Les marchés, comment gagner les marchés de travail, il fait des voyages d'études, il travaille dans le partenariat public-privé pour un peu rapprocher ces deux sections de l'État qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, l'État est pourvoyeur d'emplois, mais celui qui pourvoit le plus d'emplois et celui sur lequel l'État compte, c'est le secteur privé. Donc, lui, il est plus dans le volet partenariat public-privé. Donc, il travaille aussi dans le développement des capacités organisationnelles et individuelles de chaque personne, comment organiser à la fois son temps, ses actions, mais aussi sa personne. Il travaille dans des ateliers, il fait de la recherche et valorisation, il fait de l'expertise, une chose extrêmement importante dans le cas de besoins de certaines entreprises. Ils ont besoin d'avis de certains experts avant de prendre des décisions. Donc, Moussa agit dans ce sens-là. Donc, je viens de présenter de manière sommaire, mais voilà un peu Moussa, mais qui est un homme extraordinaire, un enseignant hors pair, donc au vu de ses qualités. Merci de votre écoute. Avant de lui donner la parole, donc, je passe la parole au président du club géotechnique pour qu'il puisse passer quelques mots et ensuite je lui remettrai la parole. Merci à tous. Vous avez la parole, monsieur le président. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, bonjour Abbas. Donc, j'aimerais à l'entame de mes propos vous remercier donc, en tant que modérateur de cette réunion aujourd'hui. Donc, c'est pas évident de trouver donc du temps pour donc se rendre disponible. Donc, en deuxième lieu, donc, j'aimerais aussi remercier donc le docteur Tchao pour donc s'être rendu disponible, en tout cas, donc pour le club géotechnique, pour être là aujourd'hui à partager donc ses connaissances. Donc, ce n'est pas chose aisée. Donc, 2 heures de temps, je dirais environ donc du temps d'un docteur de son cran. Nous le remercions en tout cas pour nous avoir donné ce privilège-là. Bien, donc je me nomme avant tout, je m'appelle Lamine Fati, je suis étudiant en Master 1, donc géotechnique à l'EFE Sciences de l'Ingénieur et président du club géotechnique. Le club géotechnique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un club donc, qui se trouve au sein de l'EFE Sciences de l'Ingénieur à Thiès. Donc, un club qui avant tout a pour objectif la promotion de la géotechnique. Donc, la promotion de la géotechnique au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Donc, le club, en deuxième lieu, son objectif, c'est la promotion de l'EFE Sciences de l'Ingénieur, que vous savez, qui est une unité de formation de recherche au sein de l'UIDT, qui forme des ingénieurs depuis maintenant une dizaine d'années, qui a été créée donc, dans les années 2009-2010 par le feu professeur Maïssa Fall. Alors, donc l'intérêt un peu de mon intervention ici, donc j'avais un message que je voulais un peu véhiculer. Donc, parce que ce club, bien que réalisant beaucoup de choses,
nous avons nos ambitions. Nous avons beaucoup d'ambitions. Donc, nous voulons... donc, voilà. Donc, ce club, nous avons beaucoup d'ambitions. Donc, nous voulons réaliser beaucoup de choses dans le domaine de la géotechnique, surtout ici au Sénégal, pour les élèves ingénieurs, mais également pour les ingénieurs, mais aussi pour d'autres professionnels donc, du BTP, mais aussi pour les entreprises du BTP avec qui nous essayons de travailler, d'être en étroite collaboration à chaque fois. Mais comme vous le savez, les ambitions seulement ne suffisent pas. Parfois, il faut réaliser des choses. Maintenant, pour réaliser des choses, donc, si on est un peu franc quand même, on sait que le club est constitué d'élèves, d'étudiants, mais aussi d'ingénieurs. Mais le bureau en tant que tel est constitué d'étudiants. Et le rôle des étudiants, c'est d'étudier, d'être dans les classes, de valider, de faire des formations, des stages. Mais pour essayer de tisser, il y a ces relations-là. Donc, les étudiants seulement ne peuvent pas les tisser avec les entreprises. Donc, ce qu'on peut faire, on peut appeler donc l'aide de nos aînés, donc des ingénieurs ressortissants de l'UFR Sciences de l'ingénieur, donc, mais aussi donc, des entreprises. Donc, c'est pourquoi je lance un peu ce message à l'endroit des ingénieurs ressortissants de l'UFR Sciences de l'ingénieur, mais aussi à l'endroit des entreprises géotechniques au Sénégal, mais aussi donc, de certaines bonnes volontés du secteur du BTP, que nous avons grand besoin donc, de collaboration, de collaborateurs, d'aide, mais aussi de soutien par rapport au stage. Donc, nous avons constaté depuis la création du club, nous avons beaucoup de soucis à insérer donc, les élèves ingénieurs donc, dans le monde actif. Donc, ce n'est pas normal qu'un élève, un élève ingénieur qui fait ses études à l'UFR Sciences de l'ingénieur, donc qui fait une année scolaire normale, mais que pendant les vacances, il y a beaucoup de soucis à faire un stage de minimum de 1 mois ou 2 mois comme ça. Donc, nous déplorons un peu cette situation-là. Donc, nous sommes toujours à la recherche de ces stages-là que nous avons beaucoup de difficultés à obtenir. Et j'aimerais rappeler à ce niveau qu'il y a une autre organisation qui est un peu la continuité du club géotechnique. Il s'agit du réseau des ingénieurs géotechniciens, dont je salue donc les membres et les présidents de passage, qui font beaucoup de choses, qui ont réalisé beaucoup de choses donc, depuis donc, ces dernières années, mais qui ne suffisent pas donc, à subvenir complètement aussi à nos besoins. Donc, nous demandons donc, davantage d'attention de ce côté-là. Donc, à part ça, j'aimerais renouveler mes remerciements donc, à l'endroit donc, de M. Thiaw, donc, le présentateur aujourd'hui, et je lui souhaite bonne chance dans sa présentation, mais aussi le modérateur, M. Abbas, donc Ahmed Babakar, donc, pour s'être rendu disponible, mais aussi toutes les personnes, les tiers qui sont présents ici, donc ingénieurs, professionnels, étudiants, que vous êtes, donc de vous être rendu disponible pour participer à ce webinaire. Babacar, merci pour m'avoir donné la parole. Donc, désolé si je suis un peu trop long. Voilà, merci. Babacar, vous êtes là? J'étais en train de parler dans le vide. D'accord, j'ai oublié que j'avais éteint mon micro. Merci pour le rappel. Donc, j'avais commencé à dire mes propos d'abord à te remercier, M. Fati, donc, président du club géotechnique. Merci. Donc, tu as soulevé une question sur laquelle nous discutons toujours, nous discutons beaucoup pendant nos réunions et dont nous n'avons pas une solution immédiate. Mais progressivement, nous sommes en train de débattre de la question pour essayer de trouver des solutions afin que pendant vos vacances, que ce ne soit pas je rentre chez mes parents, mais que ce soit quelle entreprise veut de moi. D'accord. Je ne sais pas si cette partie s'est passée, je suis adjoint du président de la commission scientifique. Je suis dans la cellule pédagogique. Donc, nos réunions, les débats scientifiques,
les programmes scientifiques. Donc, je suis un peu dans l'élaboration de toute cette partie-là. D'accord. Donc, c'est actuellement, il y a eu, il y a eu de vos camarades qui étaient en Master 2. Vous étiez en sortie de licence l'année d'avant. Donc, actuellement, tu dois passer en Master, mais il y en a eu d'autres qui, quand ils quittaient le Master 1 pour passer au Master 2, on a eu à avoir des stages pour eux. D'accord. Donc, avec Moussa aussi, c'est ça, hein, on va aussi essayer de discuter parce que moi, je dis, il ne faut pas qu'il y ait de la fermeture. On est des ingénieurs, donc on n'a pas de casquette. C'est pas, je suis géotechnicien, je ne sais faire que des questions de sol. Non, on est ingénieur, donc on est appelé à agir dans n'importe quel secteur et on doit apporter des réponses. Les gens ont des questions et nous sommes censés avoir leurs solutions. Donc, c'est à nous de penser. Quand un tiers marche, c'est à moi de regarder à travers ses réactions quelles sont ses questions, quels sont ses problèmes. Et ce 100 francs qu'il a dans sa poche, c'est mon argent. Il ne va pas me le donner comme ça parce que je vais lui dire, ah, je veux bien de cet argent-là, passez-le-moi. Non, je vais essayer de voir son problème, le résoudre pour lui, il me donne ce 100 francs-là en échange. Donc, c'est aussi de l'ingénierie, hein? C'est de l'ingéniosité aussi. Donc, vous avez parfaitement raison, mais la vie, au fait, au cours de la vie, on apprendra petit à petit à prendre certains choix et certaines décisions. Mais je passerai encore ce message en réunion, comme quoi il y a encore de la lenteur qui est suivie. Donc cette année, peut-être il n'y a pas eu de personnes qui sont entrées, j'en ai pas été au courant, mais je porterai ce débat lors de nos prochaines réunions. Merci. Et Moussa, j'en profite, le modérateur, pour vous passer aussi la main et vous dire que voilà, c'est des ingénieurs, mais aussi c'est de futurs collaborateurs et de futurs chefs d'entreprise. Donc si demain, mais vous êtes de nous tendre et de nous dire, ouais, on aimerait que les enfants viennent travailler dans tel projet. Nous sommes partants, nous sommes preneurs et nous serons ravis de vous fournir un ingénieur. Merci, merci. Et donc, j'en profite pour passer la parole à notre modérateur. Donc, on est à 17h30. On souhaiterait, Moussa, si c'est possible, que vous nous fassiez la présentation en 45 minutes, plus ou moins 10. C'est-à-dire à 18h, normalement 18h30. Donc, au maximum 18h30, on souhaiterait que, voilà, votre présentation, on puisse passer à la partie questions-réponses. Et pour la partie questions-réponses, que chacun prend le temps d'avoir une feuille et un stylo. Donc, il note les questions qu'il souhaite poser, il les note. Si un tiers pose sa question, il n'y a pas la peine de prendre la parole pour reposer la même question. D'accord. Donc, cela facilite au présentateur à produire des réponses. Mais aussi, il est difficile de parler. Vous l'aidez maintenant à être beaucoup plus concis et beaucoup plus précis dans ce qu'il va vous fournir comme réponse. Merci beaucoup. Moussa, vous avez la parole. Merci. Bon, merci, merci beaucoup encore, Ahmed Babacar Sarr. Merci également au président Lamine pour ces quelques mots qui ont vraiment débuté, par exemple, la séance d'aujourd'hui. Et je suis très content de savoir vraiment ce qui se fait dans votre club et de pouvoir, pourquoi pas, dans le futur, collaborer avec vous ou bien continuer même des collaborations. Hein. Parce qu'il faudra le dire, hein, en plus de ma casquette d'enseignant-chercheur, moi, j'évolue également dans les projets de développement. Hein. Ouais. Donc, c'est clair qu'on aura besoin de votre expertise pour des collaborations futures. En tout cas, je ne m'y manquerai pas au besoin, si le besoin se présente. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons débuter donc, le séminaire aujourd'hui qui a pour thématique la gestion axée sur les résultats et la performance des projets dans les secteurs du bâtiment. Hein. Ouais. Nous allons vraiment essayer d'aborder la GAR. Hein. La GAR, c'est l'acronyme de la gestion axée sur les résultats. Mais cette fois-ci, dans l'optique, disons, de gérer des projets dans les BTP, quoi, dans le secteur du BTP. Hein. Et nous allons essayer quand même vraiment
de l'aborder dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, on ne peut pas faire de la performance sans pour autant quand même qu'on fasse ce qu'on appelle l'application de la gestion axée sur les résultats. Et à mon avis, il sera très intéressant de comprendre d'abord c'est quoi la GAR, c'est quoi la gestion axée sur les résultats. Bon, c'est des généralités que je vais donner ici, hein, comme c'est un séminaire. Bon, on n'aura pas le temps vraiment de faire aussi bien de la théorie, mais également de la pratique. D'habitude, lors de mes présentations, donc, je privilégie les deux approches, hein, l'approche théorique, mais également l'approche, disons, pratique. Mais comme c'est quelque chose en ligne, donc je ne serai pas peut-être en mesure de pouvoir faire des applications, mais dites-vous qu'on va donc se concentrer sur les généralités de la gestion axée sur les résultats. Maintenant, chacun, dépendamment maintenant de sa spécialité, chacun dépendamment, disons, de son champ d'études, pourra l'appliquer à sa façon. Ouais. Donc, je pense que c'est cette approche qu'on va utiliser aujourd'hui pour permettre certains de découvrir non seulement donc, ce nouveau concept, et pourquoi pas, mais maintenant essayer de l'appliquer dans vos différents, donc dans vos différents chantiers, dans vos différents domaines. Et je pense que vous êtes largement revenu sur mon profil, hein, donc je n'ai pas besoin vraiment de perdre du temps. Je suis un chercheur, donc permanent à l'UCAD, associé au CESAG, certifié AgroDep, consultant au GFA Consulting. J'interviens également à INDRI, qui est un centre de recherche qui évolue sur tout ce qui est agriculture et qui collabore avec la Banque mondiale dans le cadre des projets qui touchent l'agriculture au sens large. Hein. Également, donc, je collabore avec IAM Paris dans pas mal de dossiers que je n'ai pas besoin de livrer ici. Alors, maintenant, c'est quoi la gestion axée sur les résultats? C'est quoi la GAR? J'imagine que c'est une question peut-être qui revient tout le temps, ou même c'est un concept qu'on a l'habitude d'entendre, qu'on a l'habitude d'écouter dans les comment dirais-je, dans les recherches, dans des discussions. Bref, c'est un concept vraiment qui revient tout le temps, tout le temps. La GAR, la gestion axée sur les résultats. C'est quoi la GAR, c'est quoi la gestion axée sur les résultats? Et peut-être qu'aujourd'hui, ça sera l'occasion de découvrir de façon concrète c'est quoi la gestion maintenant axée sur les résultats. Auparavant, bon, il y a eu toujours, hein, il y a eu toujours des interventions, il y a eu toujours des projets, il y a eu toujours des programmes, des plans. Ouais. Et il a été constaté que, mais, compte tenu des efforts que les partenaires au développement donc, mobilisent pour accompagner, disons, les pays en développement, compte tenu vraiment des efforts que les bailleurs fournissent également pour accompagner les pays en développement, ben, ces pays-là continuent toujours de rester dans la pauvreté. Quoi. Alors, il est venu maintenant la question de faire un constat. Mais pourquoi pas mal d'efforts, pourquoi pas mal de financement à l'endroit des pays en développement, alors qu'on ne reçoit jamais le résultat. Ouais. À partir de ce moment-là, il y a un problème. Et il est intéressant maintenant de cerner où se trouve le problème. Alors, il y a quelques leaders sénégalais. Si vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ouais.
Donc, il y a tout un historique, hein, il y a tout un historique qui est derrière cet acronyme, ce jargon de gestion axée sur les résultats. Donc, je l'ai dit tantôt, il y avait toujours des interventions et à chaque fois que je parle d'intervention, comprenez par là que je parle de façon indirecte, soit d'un projet, soit d'un programme, soit d'un plan. Hein. Et souvent, ce sont les Canadiens qui utilisent cet acronyme d'intervention pour désigner soit un projet, désigner soit un programme ou bien un plan. Ouais. Alors, c'était vraiment cette histoire hein, qui est autour de ce concept de gestion axée sur les résultats. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts, mais les résultats ne suivaient pas, la performance ne suivait pas, les performances dans ces projets-là ne suivaient pas. Peut-être que l'approche n'était pas bonne alors. Peut-être que l'approche n'était pas bonne. Est-ce qu'on est en train de suivre l'approche gestion axée sur les résultats ou bien c'était auparavant la gestion axée sur des objectifs quoi? Oui, bien sûr qu'auparavant, on privilégiait ce qu'on appelle la gestion par objectif. Quoi. Du coup, écoutez, vous pouvez bel et bien appliquer la gestion par les objectifs, mais à la fin de votre projet, ben, vous vous retrouvez que vous vous rendez compte que, mais écoutez, vous n'avez pas atteint l'efficacité, vous n'avez pas atteint l'efficience, vous n'avez pas atteint de façon globale ce qu'on appelle la performance globale de votre intervention. Ouais. Donc, c'était ce petit historique-là qu'il fallait rappeler d'abord hein, dans la gestion axée sur les résultats. Mais avant quand même de gérer un projet, ou bien avant de gérer un programme, ou même avant de gérer un plan, quand même, le b.a.-ba, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faudra gérer. Le concept qu'on est en train de gérer là, il y a beaucoup de gens même qui l'ignorent. Hein. Bon, c'est clair, on parle de projet, on parle de programme, on parle de plan, et chacun est expert maintenant de ces concepts-là. Alors que, vraiment, si on analyse de façon approfondie ces concepts-là, il y a des nuances quand même. Hein. Le projet n'est pas le programme n'est pas le plan, etc. Il faudra qu'il y ait une compréhension, disons, approfondie de ces concepts-là pour pouvoir maintenant appliquer la gestion axée sur les résultats dans le secteur des BTP, pour pouvoir l'appliquer dans le secteur de l'éducation, pour pouvoir l'appliquer dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'énergie, de l'emploi, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre d'abord de façon basique ces concepts-là. Et une fois que la compréhension est établie, maintenant, dépendamment de mon domaine, je pourrai l'appliquer à ma façon. Ouais. Alors, donc, c'est quoi le projet? Le projet, pour le définir, il faudra quand même partir d'un certain nombre de paramètres. Ouais. Alors, il y a d'abord le paramètre d'objectif. Hein? Il y a ce qu'on appelle le paramètre, disons, de population ciblée, il y a le paramètre d'espace, ouais, mais également il y a le paramètre d'activité. Et il faudra tout simplement combiner ces paramètres-là pour donner une définition au projet. Pour ne pas se ranger dans l'optique de dire, mais écoutez, moi, je vais donner la définition de l'OCDE, je vais donner la définition de la Banque mondiale, je vais donner la définition de la BAD, mais opter à définir les concepts à travers des paramètres. Je pense que si on part donc de ce principe-là, on pourra maintenant comprendre bel et bien que la définition devient simple, mais également, on ne pourra plus avoir quand même cette confusion entre les concepts-là. Donc, à partir de ce moment-là, on dira que le projet est un ensemble d'activités qui sont organisées de façon collective, mais également qui sont limitées dans l'espace et dans le temps. Et qui utilisent également des ressources pour un objectif bien précis. Ouais. Donc, un projet, ce n'est rien d'autre qu'une combinaison hein, d'activités qui mobilisent des ressources
mais avec un objectif bien déterminé, bien sûr contraint dans l'espace, mais également dans le temps. J'ai une idée, j'ai un objectif, il me faudra quand même réaliser une série d'activités, mais également pour que la réalisation de cette série d'activités soit possible, il va falloir que je mobilise en quelque sorte des ressources. Il me faudra des moyens, il me faudra des inputs. Ouais. Donc, la combinaison de ces paramètres-là me donne déjà une définition très simple de projet. Hein. Alors, maintenant, toujours, hein, si maintenant on fait quand même une petite immersion au niveau des institutions internationales, au niveau des organismes internationaux, pour quand même jeter un peu ce qui se fait ailleurs, ben, vous allez retrouver les mêmes paramètres. Si on part déjà du Project Management Institute qui a défini le projet comme étant une initiative temporaire qui est entreprise dans le but de créer soit un produit ou bien un service ou bien même un résultat. Donc, vous trouvez les mêmes paramètres. L'objectif, la réalisation des activités, la mobilisation des ressources, ainsi de suite. Alors, si on également en compte la définition de la Commission européenne, qui également définit le projet comme étant cette série d'activités avec des objectifs précis, conçus pour produire des résultats spécifiques dans un délai bien déterminé. Ouais. Donc, c'est les mêmes paramètres qui reviennent dans la définition d'un projet de développement. Ouais. Et une dernière définition, toujours allant dans le sens du projet, c'est la définition qui a été fournie par l'Organisation mondiale de la normalisation, qui définit le projet comme étant ce processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et qui sont maîtrisées, comportant une date de début et une date de fin. C'est ça, c'est la durée, pour atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques qui incluent des contraintes de délai, mais également de coûts. Les coûts, ce sont les moyens, ce sont les ressources, ce sont les inputs qu'il faudra mobiliser pour assurer la réalisation effective des activités. Ouais. Donc, en récapitulatif, retenez que le projet, c'est la combinaison des activités qui mobilisent des ressources, bien sûr, pour atteindre un objectif précis et qui est délimité dans le temps et dans l'espace. Donc, voici une définition très simple de projet. Ouais. Maintenant, le projet, vous pouvez l'appliquer, comme je l'ai dit tantôt, dans n'importe quel domaine. On parle ici de projet de développement. Ouais. Alors, maintenant, à côté d'un projet de développement, il y a un autre concept de la gestion des projets qui est celui du programme. Ouais. Alors, tantôt, j'avais dit que le projet, c'est un ensemble d'activités, alors que pour le programme, il faudra tout simplement remplacer activité par projet. Donc, le programme va concerner maintenant l'ensemble des projets et on va maintenir tous les autres paramètres. Donc, le programme aura un objectif, le programme va mobiliser des ressources, le programme sera défini dans le temps et dans l'espace. Donc, le programme est une succession ou bien une combinaison, si vous voulez très bien, de projets. C'est un ensemble de projets, bien sûr, avec un objectif bien déterminé, délimité dans le temps, dans l'espace, mais qui mobilise également des ressources. Ouais. Alors, une planification de programme axée sur les résultats doit toujours assurer que la somme des projets que vous avez suffit à atteindre les résultats escomptés. Ouais, il faudra vérifier à chaque fois que la sommation de vos projets va vous permettre d'atteindre l'objectif qui a été fixé dans le programme. Ouais, car n'oubliez pas que c'est le programme qui coiffe l'ensemble des projets. Ouais. Alors, si j'ai défini le projet, si j'ai défini le programme, donc évidemment, je vais définir également ce qu'on appelle le plan. Bon, le plan, à son tour, va coiffer l'ensemble des
l'ensemble des programmes. J'ai un programme sur le secteur BTP, j'ai un programme sur le secteur éducation, j'ai un programme sur le secteur de la santé, ainsi de suite. Bref, tous les secteurs d'activité de l'économie, je peux formuler des programmes. Et l'ensemble de ces programmes-là va être consolidé dans un document qu'on appelle le plan. Ouais, je pense que c'est de là que les pays, si c'est au niveau national, parlent de plan national. Ouais. Bon, si c'est au Gabon, on parlera de plan Gabon, plan national, plan PGG, si c'est au Sénégal, bon, on peut l'appeler plan peut-être Sénégal, etc. Ça dépend. Mais sachez qu'à chaque fois que vous entendez parler de plan, sachez que c'est une déclinaison de programme dans chaque secteur d'activité. Ouais. Bon, ça part de la stratégie quand même, et c'est cette stratégie-là qui doit être opérationnalisée à travers un document qu'on appelle plan. Maintenant, dans ce plan-là, vous allez retrouver des programmes, et chaque programme qui est décliné en une série de projets, et les projets-là, pour pouvoir les réaliser, il nous faudra quand même mener en quelque sorte des activités. Ouais. Donc, les programmes visant à atteindre un objectif commun sont regroupés sous une entité commune, qu'on peut appeler plan national, qu'on peut appeler plan de gestion et de maintenance d'un ouvrage, si c'est le BTP, qu'on peut appeler une opération, toujours si c'est dans le BTP, qu'on peut appeler une alliance, etc. Ouais. Donc, si je résume, donc, from top to bottom, donc au top, nous avons le plan. Donc, le plan, c'est vraiment l'entité qui coiffe le tout. Maintenant, en deçà du plan, nous avons une série de programmes. Et chaque programme, à son tour, est décliné en une série de projets. Et les projets, il faudra quand même réaliser une liste d'activités. Donc, c'est ça qu'on peut résumer quand on parle de ces concepts de plan, de programme et de concepts. Et malheureusement, donc, si vous suivez peut-être des débats télévisés, donc vous entendez bon, que ça tourne dans tous les sens, quoi. Mais sachez qu'il y a une logique lorsqu'on définit ces concepts-là. Et sachez que c'est le plan qui coiffe tout. Et en deçà du plan, nous avons des programmes et chaque programme doit être décliné en un projet. Et ces projets-là, donc, c'est ces projets-là qui doivent maintenant qui doivent être réalisés bon, en menant des activités. C'est pourquoi, quand j'entends quelqu'un me dire, mais écoutez, il y a un gouvernement qui n'a pas de projet pour le pays, bon, j'ai envie de rire. Hein? On ne peut pas quand même diriger un pays sur la base d'un projet. Donc, je pense qu'une vision doit reposer sur quand même une stratégie nationale qui doit être déclinée en un plan. Maintenant, c'est le plan-là qui doit maintenant être décliné en ces programmes-là. Et chaque programme, il faudra maintenant proposer des projets et mener des activités, réaliser des activités. Ouais. Alors là, c'est un exemple très simple, hein, un plan de développement économique social qui peut avoir un programme sur différents secteurs hein, de l'économie, sur le secteur de la santé, de l'éducation, l'emploi, infrastructure. Ouais. Donc ça, c'est des exemples. C'est un exemple de plan. Et si on prend par exemple le programme qui est formulé dans le secteur de l'éducation, ce programme-là peut contenir par exemple plusieurs projets, ouais? Soit un projet d'appui à l'enseignement moyen, un projet de scolarisation des filles, un projet des cantines scolaires, etc. Ouais? Et chaque projet ici, pour le réaliser, vous êtes obligé de mener des activités. Et pour que la réalisation des activités soit possible également, vous êtes contraint d'un budget. Il faudra quand même mobiliser
des ressources, soit financières, matérielles, humaines, etc. Donc, il y a toute une logique qui doit être empruntée lorsqu'on parle de gestion axée sur les résultats. Maintenant, dépendamment du domaine que vous voulez l'appliquer, vous êtes libre. Alors, maintenant, toujours, hein, quand on parle de gestion axée sur les résultats, ben, ce qui doit nous intéresser quand même, c'est le résultat. Hein. C'est le résultat. On va atteindre des résultats, on va atteindre les meilleurs résultats. On va atteindre ce qu'on appelle la performance dans les résultats. Là. Ouais. Alors, si on veut atteindre la performance dans les résultats, ben, il va falloir qu'on suive ce qu'on appelle un processus de gestion qui devrait nous mener, donc qui devrait nous permettre d'atteindre ce résultat ou bien ces résultats qui sont voulus. Ouais. Par exemple, il y a de ces résultats-là, vous ne pouvez les atteindre qu'à court terme. Il y a d'autres qui sont atteignables en quelque sorte à court terme, à moyen terme, mais il y a de ces résultats-là, vous ne pouvez les atteindre qu'en une temporalité long-termiste. Ouais? Donc, ce qui introduit la notion de temporalité dans la gestion axée sur les résultats. Par exemple, si on reste avec nos trois concepts là, le concept de plan, le concept de programme, le concept de projet. Ouais? Alors, les résultats que vous pouvez atteindre avec le plan, donc si on interroge la dimension temporalité, c'est-à-dire ce n'est qu'à long terme que vous pouvez atteindre l'objectif ou bien les objectifs de votre plan. Ouais? Alors, si c'est le programme, par exemple, il se peut qu'à moyen terme, par exemple, vous pouvez atteindre, par exemple, les objectifs du plan. Alors, si c'est le projet également, peut-être qu'à moyen terme, il se peut que certaines activités de votre projet puissent être atteintes, disons, à court terme. Donc, du coup, la chaîne de résultats doit prendre en compte la temporalité. Il y a de ces résultats à court terme qu'on peut appeler les effets. Les effets. Il y a de ces résultats à moyen terme qu'il faudra atteindre. Il y a de ces résultats à long terme. Donc, d'où l'appellation, disons, des résultats extants, effets et impact. Ouais? L'impact, c'est le résultat que vous allez atteindre à long terme. Ouais? Les effets, ce sont les résultats qui sont atteints, tout simplement, à moyen terme, tandis que les extrants, ben, ce sont des résultats qui sont atteints à court terme. Ouais? Donc, l'impact, l'effet et l'extrant sont tous des types de résultats et que la chaîne de résultats a bel et bien identifié pour, disons, faire le focus en quelque sorte sur le résultat qui doit être atteint à court terme, sur le résultat qui doit être atteint à moyen terme et sur le résultat qui doit être atteint à long terme. Ouais. Alors, on ne peut pas également parler de gestion axée sur les résultats sans revenir sur le cycle de projet, en d'autres termes, sur les étapes qu'il faudra, disons, franchir pour mener à bien une intervention. Donc, ce sont bon, ça c'est, je donne de façon générale hein, les principales étapes qu'on peut retrouver dans les projets de développement. Hein. Donc, c'est l'identification, la phase d'instruction, la phase de mise en œuvre, l'évaluation, la programmation. Ouais. Donc, maintenant, dépendamment hein, de l'institution, hein, par exemple, si ça c'est le cycle de projet de la Commission européenne. Donc, ce cycle-là, peut-être il est différent du cycle que la Banque mondiale a proposé, peut-être il est différent du cycle de projet que la BAD également a proposé. Ouais. Mais dites-vous que ce sont les mêmes appellations qui reviennent. Parfois, vous entendez, par exemple, à la place de l'étape mise en œuvre, d'autres vont parler de réalisation. C'est la même chose. Ouais.
Donc, c'est des concepts qui se valent, qui se regroupent. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce qu'on met dans la programmation, qu'est-ce qu'on met dans l'identification, qu'est-ce qu'on met dans l'instruction, qu'est-ce qu'on met dans la mise en œuvre, qu'est-ce qu'on met dans l'évaluation. Hein? Par exemple, si on fait le focus sur l'identification, alors, n'oubliez pas que le projet part de ce qu'on appelle de l'analyse du besoin. Hein? On part d'une étude diagnostique, on essaie de comprendre déjà, est-ce qu'il y a existence d'un problème ou pas? Est-ce que le besoin est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a formulé un besoin? Et s'il y a un besoin réel, il faudra maintenant essayer de satisfaire ce besoin-là, répondre à ce besoin-là. Donc, on part d'une identification d'un besoin ou bien des besoins, et à partir de l'identification de ce besoin ou bien de ces besoins-là, il faudra prioriser. Ensuite, maintenant, retenir l'idée de projet qui doit franchir maintenant toutes ces étapes-là. Ouais. Donc, après l'identification, donc, le projet ou bien l'intervention devra suivre l'étape d'instruction, ainsi de suite, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'étape d'évaluation. Mais on ne va pas perdre du temps sur vraiment ces phases-là, car ce n'est pas le but de ce séminaire d'aujourd'hui, mais je pense que c'est des notions théoriques basiques qu'il faudra quand même passer avant de nous concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce qui nous introduit maintenant dans un cas spécifique qui est celui d'un projet BTP, quoi. Ouais. Là, on part, par exemple, d'un cas très spécifique, un projet bâtiment, et on va essayer d'identifier ensemble et les fonctions et les acteurs dépendamment maintenant, donc, disons, des 4 fonctions qu'on a l'habitude de trouver dans un projet BTP. Et ces fonctions-là, vous les voyez. Donc, soit c'est la fonction de maîtrise d'ouvrage, la fonction de maîtrise d'œuvre, la fonction de contrôle et la fonction de réalisation. Ouais. Bon, en général, peut-être ce sont ces fonctions-là qu'on peut retrouver dans un projet bâtiment, ou bien déjà les experts qui sont dans le comment dirais-je, dans le webinaire pourront prendre la parole, ensuite ajouter d'autres fonctions peut-être qui sont omises. Hein. Ouais. Mais de façon générale, je donne donc les avant-goûts. Ensuite, la discussion sera lancée lorsqu'on aura ouvert, disons, les discussions. Donc, les nombreux acteurs qui interviennent sur un projet de bâtiment ne jouent pas forcément le même rôle. Hein. Donc, selon soit le projet qui est mis en œuvre, ou bien soit même selon l'organisation qui assure la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, du coup, on doit distinguer l'acteur qui peut être soit la personne physique, soit la personne morale, de sa fonction également. Donc, il y a la fonction, il y a également l'acteur. Ouais? Et il faudra essayer de faire un rappel sur ces fonctions-là, mais également sur ces acteurs-là. Si on commence déjà par la première fonction qui est celle de la maîtrise d'ouvrage. Hein? Alors, le maître d'ouvrage doit vérifier, dans le cadre du projet, sa faisabilité, doit définir la localisation, le programme, l'enveloppe prévisionnelle, donc ça c'est les aspects financiers. Toujours, il doit assurer le financement, savoir également le processus de réalisation et conclure les contrats. Donc ça relève, disons, de la fonction du maître d'ouvrage. Ouais. Et on attribue généralement la fonction de maîtrise d'ouvrage soit au client, celui pour lequel donc, le projet est réalisé. Donc, le plus souvent, le client est considéré comme le maître d'ouvrage. Ouais. Et ce sont ces rôles-là qui sont assujettis, par exemple, au maître d'ouvrage. Et parmi les acteurs également, donc, ce sont les maîtres d'ouvrage professionnels qui peuvent être des producteurs de logements, ouais, des promoteurs. Les acteurs également peuvent être soit l'État, les établissements publics, les collectivités locales, territoriales,
les grands groupes privés, etc. Hein. Tous ces acteurs-là peuvent être des acteurs lorsqu'on parle de la fonction de la maîtrise d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage peut aussi être occasionnellement un particulier, hein, construisant par exemple sa propre maison, ou bien même un industriel qui va agrandir tout simplement son usine, son entreprise. Ouais. Alors, nous avons également une deuxième fonction qui est la fonction de maîtrise d'œuvre, toujours dans les projets bâtiments. Le maître d'œuvre est choisi par le maître d'ouvrage. Hein. Donc, c'est le premier qui choisit peut-être l'autre, le second, hein, pour sa compétence afin de concevoir, par exemple, le projet et d'en assurer sa réalisation. Alors, cet acteur-là, ou bien ce maître d'œuvre, vérifie la cohérence du programme. Il conçoit le bâtiment, il demande les autorisations administratives, ouais, il consulte et désigne les entreprises, il prépare également les marchés, coordonne les études et les travaux, etc. Ouais. Et on peut même décomposer cette fonction en deux grandes sous-fonctions. Qu'on peut désigner donc cette fonction-là en deux composantes, par exemple. Nous pouvons avoir la maîtrise d'œuvre d'exécution ou de réalisation qui est relative aux opérations de coordination et de suivi, ou bien la maîtrise d'œuvre de conception, donc qui est tout simplement dédiée à tout ce qui est conception architecturale et technique. Ouais. Donc, maîtrise d'œuvre en deux sous-composantes, maîtrise d'œuvre de conception, maîtrise d'œuvre d'exécution. Ouais. Alors, qui sont les acteurs? Les acteurs, ce sont les maîtres d'œuvre de conception, qui sont généralement les architectes, hein, de façon classique, et agréés en architecture également, ainsi que les bureaux d'études. Et les maîtres d'œuvre d'exécution, l'architecte lui-même pour les petits chantiers. Sinon, donc, c'est un coordinateur qui travaille pour l'entreprise générale, adjudicataire à tous les lots ou même les pilotes, etc. pour la coordination. Ouais. Alors, si on avance également au niveau de la troisième fonction, toujours lorsqu'il s'agit par exemple des projets BTP, nous avons la fonction de contrôle. Hein. Ici, il s'agit soit du contrôle technique, soit d'une vérification technique. Hein. Si on fait le focus par exemple sur le contrôle technique qui est exigé par un certain nombre de maîtres d'ouvrage et qui consiste en un examen critique de tout ce qui est disposition technique de projet et tout ce qui est réalisation. Hein. En parallèle, la vérification technique, généralement demandée également par les assureurs, hein, qui consiste à vérifier le respect de certaines règles en termes de sécurité, incendie, ouais, ou même des caractéristiques des matériaux spécifiques, ouais, lorsqu'il s'agit vraiment de vérification technique là. Et les acteurs, donc c'est le contrôle, ce sont les bureaux contrôle, par exemple, qui assurent toute cette tâche de contrôle. Et la dernière, maintenant, fonction, toujours dans les BTP, donc c'est celle de la réalisation. Ouais. Et il s'agit vraiment sur la base de tout ce qui est étude de conception, d'assurer tout ce qui est fourniture et d'exécuter les travaux qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Et en général, les principaux acteurs, ce sont les entreprises qui évoluent dans ce domaine-là. Donc, voici en grosso modo les quatre fonctions et les acteurs qui tournent autour, par exemple, du projet BTP. Et ce qui nous introduit maintenant à revenir, par exemple, sur les 8 grandes étapes d'une opération de construction. Si on veut vraiment, comment dirais-je, réaliser une opération de construction, il y a de façon classique des étapes ou même de grandes étapes à franchir pour que cette opération de construction soit menée de façon correcte. Et de façon synthétique, hein, donc ce sont ces opérations ou bien ce sont ces grandes étapes-là que j'ai essayé de synthétiser dans ce diagramme-là. Nous avons déjà l'étape d'étude
préalable et d'élaboration du programme de construction, qui est la première étape. L'autre étape, c'est l'étape d'esquisse, l'étape d'avant-projet sommaire, l'étape d'avant-projet détaillé, l'étape de DCE qui est donc l'étape où il faudra quand même comment dirais-je, élaborer un dossier de consultation de ces entreprises-là, l'étape de préparation, d'exécution, jusqu'à la réalisation des travaux de construction qui constituent l'étape ultime dans une opération de construction. Alors, on va revenir détail par détail sur ces 8 étapes-là. Si on s'intéresse par exemple à la première étape de construction qui est celle d'études préalables et de programme, et de réalisation de programme, il faudra quand même partir d'un besoin immédiat ou à long terme. Donc, sur la base de ce besoin immédiat ou bien à la base d'une identification d'un besoin à long terme, ou bien même sur la base d'une volonté politique, ça peut se faire également, ça peut être une commande étatique, ça peut émaner de l'autorité publique. Le maître d'ouvrage va, dans un premier temps, procéder à une analyse de la situation en considérant le contexte, les impacts du projet, les moyens nécessaires. Vraiment, il y a une analyse de la situation qu'il faudra faire pour comprendre déjà tout ce qui est élément de contexte, impact, également des moyens qui seront nécessaires dans la réalisation de ce programme. Et sur la base maintenant de la définition d'une enveloppe financière prévisionnelle, bien sûr, comme le projet n'est pas encore réalisé, on parlera de prévisionnel. Alors, comment dirais-je, il va réaliser ce qu'on appelle, le maître d'ouvrage va commencer donc à envisager le financement. En d'autres termes, si vous voulez très bien, c'est une autre appellation de cette étape-là, c'est tout simplement l'étude de la faisabilité. C'est une étude de la faisabilité dans le temps et dans l'espace. Et qui parle ici de faisabilité, c'est l'étude de faisabilité aussi bien financière et technique. Technique et financière. Et ici, le maître d'ouvrage pourra alors établir maintenant le programme. Une fois que l'étude financière et technique est bien établie, donc il pourra commencer seulement à établir maintenant le programme proprement dit de construction. Alors, une deuxième grande étape, c'est l'étape, disons, d'esquisse. Alors, c'est la première étape de la réponse architecturale et technique du programme. Une fois que le programme a été maintenant élaboré, la première étape, donc la première réponse architecturale et technique au programme constitue l'esquisse, ou bien l'étape d'esquisse. Et son élaboration fait l'objet d'un important dialogue entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de conception. Donc les deux des acteurs vont dialoguer, échanger de telle sorte que l'esquisse soit bien menée. Et sur la base maintenant de l'analyse du programme, ce dernier donc, va procéder à une recherche documentaire, et tout ce qui est réglementation technique et administrative, tout ce qui est documents techniques, organismes à consulter, ainsi de suite, afin de définir le principe de fonctionnement du projet proprement dit. Et les fonctions ici, donc, c'est la fonction de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Et les documents qui peuvent être produits à cette étape-là, donc c'est une série de plans détaillés et une note explicative qui est destinée à expliquer certains choix. De telle sorte que le livrable qui va sortir tout simplement de cette étape-là serait soit ce document qui résume tous ces plans détaillés-là, mais également une note qui explique les choix qui ont été menés. Alors, une troisième étape également, c'est l'avant-projet sommaire. Ici, il s'agit d'un prédimensionnement qui permettra notamment d'établir la demande de permis de construire. Là, c'est vraiment, on est dans la perspective administrative pour obtenir ce qu'on appelle le permis de construire. Car n'oubliez pas que nous sommes dans le formel, il n'y a rien d'informel, il faudra suivre les procédures
de telle sorte qu'on va atteindre les performances pour le projet de construction que nous sommes en train d'élaborer. Hein. Et toujours les fonctions, donc c'est les fonctions de maîtrise d'ouvrage, mais également les fonctions de maîtrise d'œuvre. Alors, l'avant-projet détaillé. L'avant-projet détaillé, donc à la différence avec l'avant-projet sommaire, ici, il va s'agir tout simplement d'un travail qui va permettre d'élaborer maintenant le dossier de consultation des entreprises, quoi, le DCE. Ouais. Et la solution d'ensemble retenue ici, donc, ou bien qui est affinée, afin de présenter les choix architecturaux et techniques, mais également d'établir une estimation détaillée des dépenses. Ouais. Là, vraiment, les choix architecturaux et techniques sont présentés, mais également une estimation détaillée est faite des dépenses d'exécution. Ouais. Alors, maintenant, la constitution du DCE proprement dite, ouais, les études de projet, la constitution donc, du DCE. Alors, ces études-là vont porter sur la détermination dans tout le détail des dispositions architecturales et techniques des ouvrages et la spécification des lots techniques. Hein. En d'autres termes, c'est des études sur les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et des positionnements de tous les détails de ces ouvrages, les choix des matériaux et des équipements, les allotissements des travaux, les plannings d'exécution détaillés, etc. Ouais? Donc, c'est des études qui sont mixtes et qu'il faudra quand même essayer d'approfondir sur ces éléments de façon détaillée. Et la sixième grande étape, ouais, de l'opération de construction, c'est l'étape de la préparation maintenant du chantier. Et il y a souvent un conflit entre l'intérêt de l'ouvrage collectif et les intérêts internes à chaque entreprise. Hein. Et la phase maintenant de préparation de chantier devrait remédier à ce conflit-là. Ouais. Et donc, cette phase de préparation de chantier va consister en fait à préparer, si vous le savez bien, la production proprement dite. Ouais. Et une avant-dernière, bien sûr, étape, ce sont les études maintenant d'exécution. Hein, qui parle d'études d'exécution, parle tout simplement des études qui doivent tout simplement servir, bien sûr, à la mise en œuvre ou bien à la réalisation proprement dite, disons, de l'opération de construction. Et les modes opératoires qui n'ayant généralement pas été pris en considération dans les débuts descriptifs, il faudra maintenant définir la manière dont ces entreprises vont exécuter leur travail, mais également les modifications de détails qui faciliteront donc leurs travaux. Ouais. Vraiment, c'est l'exécution, c'est la mise en œuvre, si vous le travaillez en d'autres appellations. Et dernière étape maintenant, toujours dans l'opération de construction, nous avons ce qu'on appelle les travaux de construction. Hein. Il va s'agir notamment de contrôler les opérations, ouais, d'organiser des réunions avec l'équipe, de pilotage, de mise en œuvre, de diffuser des informations, de veiller de la conformité des travaux OPS contractuels. C'est très important pour qu'il y ait une certaine conformité entre ce que vous avez conclu avec le client, mais également ce que vous êtes en train de réaliser proprement sur le terrain, mais également de lancer maintenant les ordres de service, les OS. Donc, voici en grosso modo ce qu'il fallait retenir, si vous voulez très bien, sur les 8, disons, grandes étapes d'une opération de construction. Donc, on comprend les concepts maintenant de projet, de programme, de plan. Il faudra maintenant comprendre le cycle de projet de façon générale. Maintenant, essayer de l'appliquer maintenant dans le PTP pour comprendre maintenant les 8 grandes étapes d'une opération de construction. Et j'imagine que c'est un rappel chez vous, donc c'est déjà connu, mais le rappel est toujours utile. Ouais. Alors, une fois qu'on a tout compris sur cela,
Maintenant, dépendamment de l'étape où vous vous situez, maintenant, je vais aborder la gestion axée sur les résultats proprement dit, et la façon dont je vais l'aborder, vous pouvez maintenant l'appliquer dans n'importe quelle étape lorsqu'on parle de ces 8 grandes étapes-là. Ouais. Essayez de prendre ce qui vous intéresse dedans parce que je vais faire une présentation généraliste. Hein. Bon, je comprends maintenant. Bon, il me reste encore combien de minutes? Une dizaine de minutes. Hein? C'est bon. Alors, maintenant, quelles sont les origines du concept de la gare? Hein? Lorsqu'on parle de gestion axée sur les résultats, alors, ce concept-là tient sa source du livre de Draco en 1954. Hein? Donc, son bouquin intitulé The Practice of Management. Ouais. Vraiment, c'est avec lui qu'on a connu l'avènement de la gestion axée sur les résultats. Alors, de façon concrète, la GAR est une approche participative et collective du management qui met l'accent sur les résultats obtenus dans le but d'améliorer l'efficacité, l'efficience, mais également la transparence de la gestion à différents niveaux, organisationnel, régional et national. Ouais. Vraiment, ici, on veut atteindre l'efficacité, mais mieux, on va atteindre l'efficience, qui est l'atteinte de l'efficacité à moindre coût, mais également, on se veut être transparent. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire dans une définition synthétique de la gestion axée sur les résultats. Donc, c'est ce mode de gestion par lequel une organisation va veiller à ce que ces processus, ces produits et ces services vont contribuer à la réalisation d'une série de résultats escomptés. Ce sont les résultats attendus. Hein? Et si on emprunte également la définition des Nations Unies qui définit la gestion axée sur les résultats comme étant une stratégie ou une méthode de gestion appliquée par une organisation pour veiller à ce que ces procédures, ces produits et ces services contribuent à la réalisation d'une série de résultats. Ouais. Alors, donc, toujours une définition de l'OCDE qui définit la GAR comme étant cette approche cyclique de gestion qui considère à la fois et les stratégies, et les personnes, et les processus, et les mesures, de manière à améliorer la prise de décision. Hein. Donc, de façon synthétique, c'est quoi la GAR? Par GAR, on sous-entend qu'il y a d'abord une définition des objectifs qui sont très clairs. Il vous faudra également définir des résultats à atteindre, c'est les résultats escomptés, réalistes. Identifier également à qui le projet est destiné, ce sont les bénéficiaires, mais également formuler ce qu'on appelle des indicateurs qui peuvent être de type quali ou quantitatif pour pouvoir tout simplement suivre le résultat. Ouais. Mais également intégrer ce qu'on appelle la gestion des risques, car un projet à tout moment peut être influencé par, disons, un effet externe qui peut venir, disons, déréglementer tout le processus, disons, de l'intervention. Mais également, par gestion axée sur les résultats, on sous-entend ce qu'il y a également de la production de la connaissance, hein, en tirant des leçons, de l'expérience, etc. Mais également, c'est l'établissement des rapports. Car dans chaque étape, hein, si vous prenez les 8 étapes que je venais de présenter là, chaque étape, il faudra produire un rapport. Et ce rapport-là, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle la production de la connaissance. Et la GAR, donc, a des principes. Hein. Pour atteindre la gestion axée sur les résultats, il faudra quand même que vous vous accordez dans le respect de ces principes de GAR-là. Il y a le principe de la transparence. On veut être transparent pour communiquer pour communiquer en quelque sorte dans l'atteinte des meilleurs résultats. Donc, il faudra quand même qu'il y ait une meilleure communication de telle sorte qu'on respecte le principe de transparence. La responsabilité, il y a le principe de participation, hein, et d'appropriation, il y a le principe de redevabilité, c'est ce principe obligatoire de rendre compte. Hein. On doit rendre compte de ce qu'on est en train de gérer. Hein. Donc, c'est ça qu'on appelle la reddition
des comptes. Il y a le principe d'utilité, d'apprentissage, de qualité, de crédibilité et d'éthique également. Et tous ces principes-là, vraiment incarnent l'existence même de la gestion axée sur les résultats. Et si vous respectez ces principes-là, dites-vous que vous êtes bel et bien dans l'utilisation de la gestion axée sur les résultats. Alors, maintenant, bon, la gestion axée sur les résultats, c'est quoi maintenant le résultat? Le résultat, c'est quoi? Car depuis tout à l'heure, on est en train de parler de gestion axée sur les résultats. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est le changement descriptible ou mesurable qui découle d'une relation de cause à effet. C'est la chaîne de résultats. Donc, quand vous entendez parler des résultats, dites-vous que c'est le résultat à court terme, plus le résultat à moyen terme, plus le résultat à long terme. En d'autres termes, excusez de la répétition, en d'autres termes, on parlera que résultat est égal à l'extrait plus effet plus impact. Le résultat atteint à court terme est appelé extrait, le résultat obtenu à moyen terme est appelé effet et le résultat obtenu à long terme est appelé impact. Donc, l'impact est un résultat, effet est un résultat, extrait est un résultat. Ouais? Alors, donc, je donne un exemple. Hein. Si vous voyez, par exemple, cette chaîne de résultats. Pardon, Moussa. Oui. Pardon. Donc, on avait prévu normalement 30 minutes pour les séances de questions-réponses. On va le prendre 15 minutes. Donc, vous allez terminer à 45. Merci pour cet acte généreux. Merci. Ça va me permettre vraiment d'être dans le délai. Quoi. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la présentation d'une chaîne de résultats simplifiée. Ouais. Alors, nous avons une première rubrique qui renseigne sur les intrants. Les intrants, c'est quoi? Les intrants, c'est en quelque sorte les ressources. Hein, ce sont les ressources financières, ce sont les ressources matérielles, ce sont les ressources intellectuelles. Bref, toute typologie de ressources est rangée dans la rubrique d'intrants. Donc, les intrants, ce sont les inputs, ce sont les ressources, ce sont les moyens financiers, moyens matériels, etc. Alors, nous avons une deuxième rubrique qui renseigne sur les activités. Alors, quelles activités vous allez réaliser pour obtenir, par exemple, le premier résultat qui est l'extrait et quel extrait est également, quel premier résultat à court terme que vous vous attendiez pour obtenir également un résultat à moyen terme. C'est l'effet. Mais également, l'impact, c'est le résultat long terme. C'est le résultat atteint à long terme. Donc, il nous faudra des intrants pour pouvoir réaliser des activités, pour pouvoir espérer atteindre un ou les premiers extraits. Ouais. Maintenant, la réalisation ou bien l'atteinte d'un effet ou bien des effets est assujettie à une obtention d'un ou de plusieurs extraits. Ouais. Et pour atteindre également l'impact, il faudra quand même réaliser un effet ou bien plusieurs effets. Donc, voici cette chaîne-là. Donc, les intrants entraînent les activités entraînent les extraits entraînent les effets, et les effets à leur tour vont entraîner tout simplement l'atteinte de votre résultat ultime qui est l'impact. Ouais. Donc, si vous vous rappelez même dans la définition du projet, j'avais commencé par une combinaison d'activités. Donc, il faudra réaliser des activités, il faudra mobiliser des intrants, ce sont les ressources. Pour pouvoir obtenir maintenant les premiers résultats, ce sont les extraits. Les résultats à moyen terme, ce sont les effets, et plus loin, les résultats à long terme, ce sont les impacts. Et là, déjà, si vous prenez l'exemple de la chaîne de résultats qui a été proposée par Affaires mondiales Canada, donc vous voyez, donc ils sont partis donc, des intrants. Ouais. Ensuite, ils proposent des activités, ensuite des extraits. Maintenant, le résultat immédiat, le résultat intermédiaire et le résultat ultime. Ouais. Donc, comme intrant, donc c'est le financement, ça sont les ressources financières.
ce sont les individus. Donc là, ce sont les ressources, bien sûr, ce sont les ressources humaines. Matérielles, là, ce sont les ressources matérielles, ainsi de suite. Donc, ces extrants-là vont vous permettre de faire matérialiser l'activité d'acheter des matériaux, d'engager un entrepreneur, ouais, pouvoir suivre la construction, ainsi de suite. Alors, comme premier résultat, qui est l'extrant, notre premier résultat, c'est qu'on assiste à une construction de puits. Le puits est déjà construit. Là, c'est déjà un premier résultat qu'on peut obtenir à court terme. Ouais, conformément donc au cahier de charge. Résultat immédiat ici, donc, c'est l'accès accru à l'eau potable dans la communauté. Donc, le puits a été construit. Alors, qu'est-ce qui devrait suivre? Un autre résultat, c'est qu'il y a maintenant un accroissement, disons, ou bien un accroissement de l'accès à l'eau potable. Et du coup, à long terme, au résultat ultime, nous assistons à une amélioration donc, de la santé des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans la communauté. Donc, vous voyez, donc, suivant une temporalité, il faudra définir les choses de façon claire. Voici les ressources qui sont mobilisables pour réaliser ces activités-là, pour obtenir les premiers résultats, les extrants, pour obtenir à moyen terme le résultat, pour obtenir à à long terme le résultat. Et si vous utilisez cette approche-là, vous êtes dans la gare, obligatoirement, vous allez atteindre les résultats, vous allez atteindre la performance de votre opération. Ouais. Tant que la chose est floue dans votre tête, là, vous ne pouvez pas atteindre les résultats. Mais si vraiment le processus est très clair, la chaîne est très bien décidée, obligatoirement, vous allez atteindre la performance, vous allez atteindre aussi bien l'efficacité, l'efficience, mais également la transparence dans votre intervention. Et ici également un autre exemple de chaîne de résultats qui a été proposé par les Nations Unies. Ici, à la place maintenant donc, d'input, ils mettent directement les ressources, exactement la même chose. Ensuite, nous avons les activités, les produits ici, donc c'est ça qu'on a appelé tantôt les extrants, et les effets, ça ne change pas, les impacts, ça ne change pas. Ouais. Donc, c'est ça, la chaîne ne peut pas sortir de ça. Ce sont les ressources, ce sont les activités, ce sont les extrants, ce sont les effets, ce sont les impacts. Et il faudra maintenant respecter cette chaîne-là et à chaque niveau préparer ce qu'on appelle des indicateurs pour pouvoir faire toujours le suivi de telle sorte que maintenant on pourra en quelque sorte atteindre ce qu'on a tant voulu. C'est exactement la performance dans les projets de développement. Bon, en grosso modo, je pense qu'on peut se limiter, qu'on peut s'arrêter à ces quelques diapositives-là et essayer d'ouvrir la séance de questions-réponses pour pouvoir terminer en beauté donc, ce séminaire, ce webinaire-là. Merci. Moi, j'aurais aimé que vous continuiez jusqu'à 45. Donc, si vous êtes dans les questions, vous aurez d'autres qui vont susciter ce qui vient un peu en bas. Donc, on aurait dû vous prévenir que le temps, c'était 1 heure qui est accordée et qu'ensuite 30 minutes étaient accordées pour des questions-réponses. Parce que c'est bientôt la prière et on ne souhaiterait pas vous retenir trop longtemps. Sinon, des fois, les gens ils se déconnectent, ils s'en vont et quand la réunion dure trop, il y a tout le temps des problèmes. Mais vous avez fait un exposé extraordinaire. Dans notre domaine même, vous avez parlé des choses qui nous-mêmes, des fois, ça nous échappe. Oui, c'est ça. Donc, et vraiment, merci. Et cette deuxième partie que vous avez touchée aussi a été extraordinaire, à savoir la gestion axée sur le résultat. Donc, merci pour ce résumé. Donc, tout à fait, un projet, c'est d'abord le maître d'ouvrage, c'est celui qui veut établir quelque chose, qui veut construire quelque chose, qui a une idée de son projet. Il va le décliner sous forme d'expression de besoin à un maître d'ouvrage. Donc, il va être chargé de faire à la fois la conception et ou l'exécution du projet.
ensuite globalement, d'accord, et dans l'atteinte des résultats. Maintenant, pour une efficacité dans les projets de génie civil, donc, qui nous concernent nous, donc ça va être un peu de mettre des canevas pour que chaque partie, l'AVP, nous, en géotechnicien, vous connaissez bien ce que c'est que l'AVP, donc de la mission G0 jusqu'à la mission G5 de contrôle, donc d'optimiser au mieux. Donc le mot clé que Moussa aujourd'hui a essayé de nous faire comprendre, c'est l'optimisation de chaque partie. Elle est importante car l'argent qui vient, on doit le répartir de manière optimale dans un délai très court afin d'arriver à un meilleur résultat possible. Donc on ne va pas faire durer des projets pour croire qu'on va gagner de l'argent. On perd. Quand ça dure, on perd. Donc, c'est en gros ce que Moussa, ce que j'ai compris des propos de Moussa. Je le remercie. Voilà, et on ouvre la séance questions-réponses. Donc, vous avez la parole. Celui qui veut parler lève la main, on lui accorde et il pose sa question. Merci. Samba Sen est le premier. Alors, merci Samba, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Moussa Tchao. Oui, bonsoir. Bonsoir, Samba. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien même. Et vous, ça va? Alhamdulillah, oui, ça va, ça va. Ah, parfait, parfait. J'ai vraiment suivi le webinaire avec beaucoup d'intérêt. Comme Abbas l'a si bien dit, ça a été un peu trop intéressant même, trop important de comprendre la garde d'une manière générale et spécifiquement dans le domaine que nous sommes, le BTP. En suivant le webinaire, j'ai vraiment compris que voilà, la gare est trop intéressante dans ce sens qu'elle contribue à l'amélioration de l'efficacité des organisations, des entreprises, dans le suivi et l'évaluation de nos projets jusqu'à l'obtention des résultats. Mais docteur, en faisant juste une analyse de nos institutions, de nos entreprises, pensez-vous vraiment qu'elles sont vraiment sur la voie de la gare? Par exemple, donnons juste un petit exemple. Au Sénégal, on a eu à passer sur beaucoup de programmes, par exemple le PSE, la stratégie nationale de la sécurité alimentaire, le PIASA, en tout cas beaucoup de programmes, disons, qui sont passés par ici et qui avaient qu'un seul et unique objectif, l'obtention ou bien la sécurité alimentaire. Mais jusqu'à présent, on a noté que nous sommes, ou bien disons, nous avons faim. De l'autre côté, c'est au Sénégal seulement que vous voyez des entreprises qui gagnent des projets, par exemple, de 5 milliards pour 2 ans, et jusqu'à 5 ans, même la moitié des travaux n'est pas effectuée. Et que la moitié, voire même les 2/3 du budget sont écoulés. Quel est le problème? Comment doivent-ils suivre la gare pour espérer avoir de meilleurs résultats? C'était un peu ma contribution et les réponses que j'avais. En tout cas, félicitations docteur pour cette belle présentation et félicitations au modérateur pour la bonne modération qu'il a eu à effectuer. Merci. Bon, merci beaucoup, Samba. Je ne sais pas si c'est interactif ou je peux répondre directement. Tout à fait. Vous pouvez y aller. D'accord. Oui, merci beaucoup, Samba, pour votre pertinente intervention, mais également pour la préoccupation qui est très intéressante, hein, qui est celle de savoir si, en quelque sorte, nos institutions suivent
suivent l'approche gestion axée sur les résultats dans le cadre de leurs interventions. Et quand je parle d'intervention, donc vous pouvez mettre tout dedans, hein, intervention peut-être. Les plans Sénégal émergent, les programmes qui ont été, voilà, disons, élaborés dans ce plan-là, ou même des projets pour toucher encore l'échelle le plus bas. Hein. En quelque sorte, bon, je vais dire, je vais quand même un petit peu nuancer quand même. Hein. Il faudra nuancer, car comme on a pu le constater, hein, une intervention, hein, un projet a une durée bien déterminée, a une date de début et une date de fin. Un plan également a une date de début et une date de fin, quoi. Ouais. Alors, maintenant, si on prend par exemple, bon, si on parle d'un cas qui est très spécifique, hein, on peut bel et bien prendre l'exemple du plan Sénégal émergent quand même. Hein, on peut partir de ce plan-là. Moi, ce que je peux dire, hein, de ce plan national-là, c'est qu'en interne, et quand je parle d'interne, c'est exactement adresser par exemple des questionnements ou même des préoccupations à l'endroit des équipes qui gèrent ou bien qui ont eu à gérer les programmes sur le secteur de l'éducation, les programmes sur le secteur de la santé, sur le secteur de l'agriculture, des énergies, ainsi de suite, j'en passe. Ouais. Sur chaque intervention, quand vous prenez par exemple un programme sur le secteur des énergies, normalement, j'imagine qu'il y aura un coordonnateur pour chaque programme. Quand vous prenez par exemple le secteur des énergies, peut-être ce programme-là qui est décliné bon, en plusieurs projets, hein, dans toujours le même secteur, devra avoir, par exemple, si c'est le projet, par exemple, des chefs de projet, bon, si c'est le programme des coordonnateurs de programme-là. Il y a comment dirais-je, l'outil très puissant, très obligatoire, qui est très puissant qu'il faudrait privilégier. C'est quoi? En même temps, hein, à côté de ces interventions-là, il faudra mettre ce qu'on appelle un dispositif de suivi et d'évaluation. Ouais? De telle sorte que, bon, le plan, ou bien même le programme, ou même le projet, il a bel et bien défini ces indicateurs qui sont très clairs. Hein? Par exemple, le plan Sénégal émergent, bien sûr, qui avait, bon, si je me rappelle très bien, 3 axes, si je ne me trompe pas, chaque axe avec des programmes. Maintenant, chaque programme, ils ont bel et bien défini des résultats attendus pour chaque programme, mais également, au-delà des résultats attendus, ils ont eu à définir ce qu'on appelle normalement des indicateurs. Ouais? Par exemple, c'est un plan qui avait été lancé en 2014. Donc, l'année de référence pour l'élaboration de ces indicateurs-là donc, était l'année 2014. Donc, en 2014, il y avait déjà des indicateurs pour chaque projet, pour chaque activité, même pour paraphraser, pour chaque projet, pour chaque programme. Il y avait déjà des indicateurs à l'état T égale à 0. C'est dans le cadre de mesures de performance, ce qu'on appelle les données de référence. Maintenant, il s'agit maintenant pour chaque coordonnateur de chaque projet, que soit-il, de veiller à suivre ces indicateurs-là, parce que la définition des indicateurs également a normalement suivi ce qu'on appelle le respect des temporalités. Par exemple, dans 2000, bon, quand on parle de 2014, 15, 16, 17, 18, donc dans 4 ans, par exemple, quel est le résultat attendu de ce programme-là, ou de ce projet-là? Dans 2021, quel est le résultat attendu de ce programme-là? Ainsi de suite. C'est-à-dire, il faudra à ce qu'il ait la culture de mettre en place également, à côté de ces programmes-là, ce qu'on appelle un dispositif de suivi et évaluation. De telle sorte que tu ne peux pas proposer un plan, ou bien un programme, ou bien un projet qui n'a pas déjà d'indicateurs de base, d'indicateurs qui respectent la situation de référence là. Mais il appartient maintenant à l'équipe d'interne
à l'équipe qui assure la mise en œuvre de ce plan-là, ou bien l'équipe qui pilote ce plan national-là, de pouvoir maintenant exiger l'application de dispositifs de suivi et évaluation, de telle sorte qu'on saura que, écoutez, le programme sur le secteur de l'éducation, c'est Samba qui le coordonne. Le programme sur le secteur de l'éducation, c'est en quelque sorte Ahmed qui le coordonne. Le programme sur le secteur des énergies, c'est Lamine Fatih qui le coordonne. De telle sorte qu'ils vont renseigner des indicateurs, ils vont faire le suivi, de telle sorte que maintenant, chaque mois ou même chaque trimestre, ils vont produire un rapport qui va édifier, mais maintenant sur le niveau d'avancement des projets, des programmes, bref, de l'ensemble des activités. S'il y a des réglages, s'il y a des choses à refaire, à corriger, il faudra le faire, de telle sorte que, en respectant maintenant le deadline du plan, on pourra atteindre ce qu'on appelle les résultats, on pourra atteindre les performances. Mais j'ai comme l'impression que vraiment nos autorités ont négligé vraiment cet aspect de mettre en œuvre ce processus de dispositif ou bien cet outil de suivre les indicateurs, d'évoluer de façon périodique, de telle sorte que voilà, on a une information sur ce qui se fait, sur ce qui est en train d'être effectué. Est-ce que ça suit une tendance haussière, est-ce que ça suit une tendance baissière? Et si c'est le côté négatif, il faudra tout justement corriger et en quelque sorte avancer. Mais malheureusement, on a beau de créer de slogans plan Sénégal émergent, des programmes de par-ci, de par-là, et croyez-moi, ils vont faire le suivi 2 ans après, ou bien 3 ans après. Est-ce que ça, c'est sérieux, ça? Le suivi doit être fréquent. Peut-être l'évaluation, oui, elle peut prendre 2 ans, 3 ans pour évoluer de façon intérimaire, mais quand même, le suivi doit être fréquent, doit être permanent, de telle sorte qu'on soit informé des défaillances et qu'on corrige. Et si on corrige les défaillances, obligatoirement, on va atteindre ce qu'on a prévu comme résultat. Et malheureusement, les autorités n'ont pas trop excellé dans ce domaine-là. Et peut-être une recommandation à travers peut-être les nouvelles autorités à mettre en place obligatoirement un dispositif de suivi et évaluation sur leur nouveau référentiel. Sinon, ça va suivre les mêmes pas que les prédécesseurs et donc ça sera un éternel recommencement. Donc voici ce qu'il fallait un petit peu essayer de répondre à l'endroit de la préoccupation de Samba. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu ou pas. Super, merci, c'est une très bonne réponse. On est très satisfait. Alors, question suivante. Allez-y les uns les autres. Aujourd'hui, le professeur Moussa nous a accordé une grande chance. C'est celui de pouvoir interagir avec lui. Donc, sur les questions que nous avons, peut-être qu'on n'est pas encore en entreprise, on n'est pas encore gérant de très grands projets, mais quand même, au fil de la discussion, on a des questions, on a eu à suivre. Donc, posez-lui des questions parce que ça, c'est une chance extraordinaire. Leader sénégalais, vous n'êtes pas mon leader, hein? Donc, mais je vous écoute. Moi, mon leader, il s'appelle Ousmane Sonko, mais je vous écoute. Bon, bonsoir à toutes et à tous. En fait, moi, c'est Mamadou Dieng, ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Thiès. Disons, j'ai eu aussi à faire un MBA en gestion de projet. Je connais très bien le présentateur de ce soir, Dr Thiaw, qui fut même mon encadreur de mon, disons, mémoire au CESAC. Machallah, machallah. C'est juste pour faire un petit témoignage sur lui. Oui. Mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, nous qui sommes des professionnels, qui avons actuellement plus de 15 ans d'expérience, d'autres en avaient plus même. Mais c'est l'un des professeurs qui nous a le plus marqué de par sa générosité, son ouverture, le fait aussi disons, sa manière d'enseigner, de partager les connaissances.
Comme il l'a dit au début, s'il avait beaucoup plus de temps, vous allez pratiquer et c'est là que vous allez beaucoup plus vous rendre compte de cela. Et moi, ce que je pourrais vous suggérer pour ne pas être long, c'est que si vous pouvez, votre club géotechnique de l'UFR, si vous pouvez l'inviter en présentiel et essayer de pratiquer avec lui, c'est là que vous allez voir beaucoup plus l'importance de la gare, disons de la performance des projets dans le secteur du BTP. Donc, je tenais simplement à vous dire que vous avez l'un des meilleurs présentateurs et un très grand pédagogue dans le domaine. Donc, je vous remercie et vous souhaite bonne continuation. Et à très bientôt. Merci le polytechnicien. Leader des BBY, c'est encore quoi? Leader du parti de Macky Sall. Merci. Donc, effectivement... Merci quand même. Désolé. Allez-y. Merci Mamadou, merci vraiment pour ce témoignage. Hein. Ça me va droit au cœur. Merci quand même. Merci. D'accord. Je voulais même revenir sur ça et renforcer mieux ce qu'il dit. Moi, j'ai compris votre aspect pédagogique quand vous avez commencé d'abord à nous expliquer d'abord c'est quoi les différentes phases d'un projet. Quand vous avez commencé ça, j'ai compris que ça, on a affaire vraiment à un pédagogue. D'abord, il vient dans ce que tu fais et t'explique petit à petit ce que tu sais déjà, il te l'explique en profondeur, avec des arguments simples, très clairs, mais au sortir de laquelle tu seras très puissant. Ensuite, il te met en parallèle, là, c'est quoi la gestion axée sur la gare. Moi, quand c'est venu, l'idée première que je voulais, c'est qu'on coupe ce webinaire en deux parties. Donc, la première partie, c'était il allait se concentrer sur la partie qu'il a fait en premier. C'est quoi le projet, en gros, tout ce qu'il y a. Donc, le plan. Globalement, donc, on a un programme qui est décliné sous un plan, lui-même découpé en petits projets. C'est quoi? Simplement, pour le comprendre en tant qu'étudiants. Donc, à la fin de nos études, on a un mémoire. Le mémoire, c'est notre projet. Ce projet-là, on a une problématique. La problématique est déclinée avec des objectifs. Ces objectifs sont déclinés en objectifs spécifiques. Donc, chaque objectif spécifique permet de résoudre l'objectif global à atteindre du projet. Et l'objectif global permet de résoudre ou de répondre à la problématique de notre sujet de mémoire. Donc, un peu en miniature, donc on l'a. Regardez comment il l'a expliqué, comment il est venu dans le projet, nous expliquer tout ça et nous le ramener. Ça, il n'y a qu'un pédagogue qui a la possibilité de faire ces choses-là. Donc, pour dire que c'est un homme extraordinaire. Et vraiment, Lamine, donc aussi, je vous invite à l'avoir en présentiel, si c'est possible. Et de découper, même si c'est le même webinaire. Là, c'est un cours magistral qu'il est en train de faire. 93 pages, c'est l'équivalent de 3 heures de temps. Donc, 1 minute par diapo, c'est 3 heures de temps. C'est l'équivalent d'un cours magistral. Donc, il vous offre aujourd'hui. L'ambition qu'il avait, c'est de nous offrir un cours magistral. Malheureusement, c'est le temps qui nous a un peu contraints. Moi, je reviens comme ça de voyage, donc je n'ai pas dormi la nuit. J'ai été choisi comme modérateur, donc je m'en excuse. Hein. Donc, ça fait qu'il y a les impacts aussi du manque de sommeil qui m'ont un peu tenu. Donc, c'est pour ça le délai. J'ai un peu voulu tenir à le serrer un peu. Mais Moussa, on sera très fiers de vous accueillir à l'UFR pour une séance de présentation, un cours magistral sur la gestion axée sur le gare. Merci beaucoup. Merci. Et on peut continuer. D'autres questions, s'il y en a? Donc, Abbas, vous me permettez? Samba. D'accord, merci, monsieur le modérateur. Je voudrais juste appuyer ce que le leader sénégalais a dit tout à l'heure. Monsieur Tchao, je le connais depuis des années. Je ne voulais pas, en fait, entrer dans les témoignages, histoire de ne pas un peu tirer en longueur, vu que le temps qui nous restait n'était pas un peu trop long. Mais quand même, monsieur Tchao, il est un peu un neveu que je connais très bien. On a partagé pratiquement la même localité, disons presque la même maison depuis plus de 4 ans, voire 5 ans. Alors, je le connais très bien.
il a toujours été comme ça, à la maison et partout. Travailleur sérieux et surtout trop calme. Et parlant d'être pieux, là, je vais poser de l'autre côté. Il est vraiment un djebri, comme on dit. D'accord. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est un gars très sérieux, c'est un monsieur très sérieux, travailleur et surtout d'une bonté incommensurable, très sincèrement. Machallah. Interminable. Machallah. Moi, je dis En tout toujours cas, il est un neveu, il est un frère que je connais très bien. D'accord. Voilà, en tout cas, pour faire simple. Machallah. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, à part aujourd'hui. Au vu de sa présentation, c'est déjà une personne que j'estime beaucoup. Parce que la première qualité d'une personne, c'est, M. Thiaw, il peut même, c'est un docteur, hein, mais il peut enseigner à un enfant du primaire. Ou bien qui est à l'école, qui est à, comment dire, crèche. Et il va bien comprendre les choses qu'il fait. Il va comprendre bien parce qu'il va toujours, il est pédagogue. Et un pédagogue, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'expertise, beaucoup de simplicité à exprimer et à faire comprendre des choses qu'il souhaite. Machallah, moi, et une des choses. En tout cas, félicitations à lui. Je vais juste terminer par prier pour que le Dieu, pour que, disons, le Seigneur puisse l'aider à obtenir tous les résultats qu'il veut, en tout cas. Comme on est dans la garde, dans la gestion axée sur les résultats, on va juste prier jusqu'à ce qu'il obtienne vraiment ces résultats. Une autre chose, M. Thiaw, c'est moi, partagez-nous le webinaire. Personnellement, je prendrai votre numéro et l'avenir, Dieu seul sait. Peut-être que, voilà, on est tous des chercheurs. Voilà, il y a le bas. Mais, machallah, je suis très content et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Merci. Mais merci beaucoup. Merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Hein. En tout cas, monsieur le modérateur, Ahmed Ababakar Sarr, donc, cher président, donc, Samba, merci pour ces témoignages. Et vraiment, c'est des choses qui m'ont profondément touché. Et ce que j'ai l'habitude de dire, hein, moi, donc, toute personne qui me sollicite dans le cadre de partage de savoir, de connaissances, d'expérience, la réponse est automatiquement oui, quoi. D'accord. Ouais, donc, parce que ça, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire, en quelque sorte. Hein. Ouais, moi qui vous parle là, je viens d'une mission hier, là. D'accord. Tellement fatigué, mais quand même, j'ai tenu à ce que ce webinaire se fasse, hein, comme ça a été promis, quoi. Ouais. Et pour vous dire que, donc, les collaborations vont continuer. Inch'Allah. Je suis ouvert et à chaque fois que le besoin se présente, donc je suis vraiment ouvert à pouvoir même, pourquoi pas, me déplacer chez vous, donc pour faire d'autres choses en présentiel. Hein. Peut-être là, ce n'est qu'un aspect de ma spécialité que je fais comme ça, mais j'ai d'autres spécialités. Hein. Voilà, je travaille avec la Banque mondiale. Je suis MNI dans un projet de la Banque mondiale depuis 2 ans là et je continue toujours de le faire. Bon, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Hein. Et comme vous êtes également des gens qui viennent donc de débuter et tout ce qu'on vous souhaite, c'est vraiment de vous, disons, de vous munir tout simplement du savoir, de l'expérience pour pouvoir quand même affronter le marché du travail, de l'emploi, quoi. Inch'Allah. Et je pense que ces initiatives-là vont vous permettre tout simplement de préparer le marché de l'emploi, du travail. Car n'oubliez pas que le marché du travail est tellement saturé comme on a l'habitude de le dire, mais essayez de trouver des moyens, et parmi ces moyens-là, c'est le réseautage, ce sont ces renforcements de capacité là sur des aspects bien spécifiques. Et croyez-moi, si vous empruntez vraiment ces chemins-là, tôt ou tard, donc vous allez vraiment
récolter ce que vous avez semé. Machallah, 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 merci. Encore une fois, merci, merci Camille. Je suis très content pour avoir au moins participé dans l'animation de ce webinaire. Merci, merci, merci. Merci. Lamine, Président, on vous donne la parole. Oui, non, j'ai pratiquement rien à ajouter. Je pense que tout a été dit. Donc, le docteur a fait là non seulement une présentation extraordinaire, mais au-delà, il nous a donné des conseils donc, de valeur qui vont bien entendu nous être d'une grande utilité. Donc, nous remercions encore une fois pour s'être rendu disponible. Voilà, merci. Derrière. Merci, merci. Donc, on vous demandera, Lamine, de bien prendre le webinaire et de garder contact avec le professeur. Oui. Pour que futur. Après, vous partagez le webinaire, il y a ses contacts. Bien sûr. Donc, on va aussi garder son contact. Bien sûr, nous y travaillons, bien sûr. Inch'Allah, d'accord. Merci, merci. Donc, la séance est levée. On vous souhaite une excellente fin de soirée et bon week-end à tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Abakar. Merci. Merci à tous. Merci. Donc, ouais.